Bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine et merci de nous retrouver sur nos antennes pour cette première partie du débat panafricain consacré à l'actualité africaine, bien sûr, plus précisément l'actualité du côté du Mali avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui est donc attendu à Bamako, la capitale malienne, le 20 juin prochain pour répondre de ses actes dans l'affaire de l'attribution du marché de la confection des passeports maliens à la société française Obertour Technologies qui vraisemblablement serait lié à son fils Thomas Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères est donc attendu dans la capitale malienne pour répondre de ses actes le 20 juin prochain. Deuxième partie d'émission, on parlera bien sûr de cette grande mobilisation pour exiger le départ définitif de la France, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et récemment encore du côté du Tchad. La jeunesse africaine semble de plus en plus déterminée à ce que Paris plie bagage et quitte définitivement le continent africain. Nous parlons donc de ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du débat panafricain. Sur ce plateau central de la télévision panafricaine, nous sommes bien sûr avec Martin Ombarzing. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent, en espérant être à la mesure d'éclairer les sujets sur lesquels nous allons débattre cet après-midi. Merci à vous, M. Ongba, d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, M. Yango Daniel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Le plaisir est pour moi d'être là. J'espère pouvoir éclairer quelqu'un. Merci à vous, monsieur Yango. Également avec nous, pour continuer le débat, le président Bandakani. Bonsoir et bienvenue, président. Bonsoir, mon cher Wafo. J'espère que vous allez bien. Je salue mes copanélistes. Ils sont tous illustres de par leur parcours respectif et de par leur fidélité à ce plateau. Et pas seulement au plateau, mais à des combats panafricains. Bon, je suis très heureux de me retrouver avec eux sur ce plateau. Permettez-moi de saluer les techniciens qui font un travail très ingrat, on ne les voit pas, c'est nous qu'on voit, mais sans eux, nous ne sommes pas visibles. Je voudrais leur marquer une fois de plus ma déférence cet après-midi. Permettez-moi de saluer la communauté des téléspectateurs, communauté historique. Ça fait plus d'une décennie que nous sommes ensemble dans la fidélité à cet engagement d'envergure globale qui a pour centre et enjeu la libération de l'Afrique, des Africains et de l'espèce humaine. Merci d'avoir pensé que je pouvais être utile cet après-midi. Merci à vous également, président Bandakani. Eh bien, monsieur Yango, avant peut-être d'entrer de plein pied dans cette émission, vous teniez à apporter certaines précisions dans cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours du côté du Cameroun. Oui. Merci. Je trouve, j'estime que c'est très bien et c'est très constructif de parler de ce qui se passe en Afrique. En restant dans la ligne éditoriale de Afrique Média, nous avons mené beaucoup de combats ici pour les droits de l'être humain et le bien-être des populations. Et c'est dans cette ligne que je voudrais ouvrir mon propos aujourd'hui pour dire qu'il se passe à Douala aujourd'hui quelque chose d'inédit et de très très grave, de criminel. Il y a des casses illégales qu'on appelle déguerpissement, ce ne sont pas des déguerpissements. Je vais prendre ici le cas du village Youpoué. En 2 minutes, j'expose. Youpoué, qui est derrière l'hôtel de l'air aujourd'hui, est un village qui se trouvait antérieurement derrière l'hôtel Sawa. Pour l'aménagement du port, en 1976, le 4 janvier précisément, l'État du Cameroun enlève ces populations derrière l'hôtel Sawa, qui était au hôtel des Cocotiers, là-bas, il y avait l'hôtel des Cocotiers, il les met là où il y a Youpoué aujourd'hui. Donc c'est dans l'intérêt du port que le Youpoué de l'hôtel de l'air se trouve là où il se trouve. Et l'État l'a fait en bonne et due forme. Le décret 75 fixe les limites du port. Le décret 77 modifie les limites du port, mais pas sa superficie.
le port reste à 335 hectares, ainsi que dit dans le décret 75. Donc, ce que dit le port autonome de Douala aujourd'hui, ce qu'il dit, à savoir que le décret 77 n'a pas fixé les limites de la contenance superficielle du port, est complètement faux. Ceci a été lu et prouvé par des experts. Le port est resté à 335 hectares en 1977. Il n'a jamais augmenté sa superficie. Donc, le PAD donc va faire venir des ministres en 2016 et dit que sa superficie est passée à 335 hectares. Le décret 2019-034 précise que c'est le président de la République, lui seul, qui signe la délimitation du port autonome de Douala. Lui et personne d'autre. Donc si des ministres ont été conviés, ils ont été induits en erreur par le PAD. C'est clair. Les décrets sont là. Je vous les remets pour votre lecture. Et afin que vous entriez, le moment venu, dans cette affaire qui va faire des misérables, qui va faire des pauvres, et qui est tout à fait illégale, illégitime et inhumaine. Voilà ce que je voulais dire avant que nous n'entrions dans les autres débats qui vont faire des pauvres ailleurs. Ne négligeons pas les pauvres de chez nous qui sont sous nos yeux. Donc le village Yupoué n'a jamais fait l'objet d'un rapprochement superficiel avec avec l'ONPC. C'est un village tout à fait à part. Et l'ONPC n'a jamais connu d'agrandissement de sa superficie qui est de 335 hectares. Décret de 75, décret de 77, c'est précis là-dessus. D'ailleurs, le chef de canton, dans ses lettres de août 2020, adressées au chef de l'État, et de mars 2021, adressées au Premier ministre, avait déjà fait cette lecture. Mais je crois qu'ils ont commis l'erreur. Le contexte d'aujourd'hui est à la médiacratie, permettez, qui veut que c'est ce que les médias disent qui est la vérité. Quand bien ce que vous disiez serait factuel et réel, il faut quand même associer les médias. Donc le chef de canton avait déjà la vérité en 2020. Il a écrit au chef de l'État. En réalité, le PAD aujourd'hui hérite de l'ONPC une superficie de 335 hectares, pas plus. Merci à vous, M. Yango, pour cette première intervention. Eh bien, on va revenir vers vous, Président Bantakani, pour, je crois, une réaction par rapport à la première intervention de M. Yango. Ma réaction n'est pas nécessaire. M. Yango a l'habitude d'être sérieux dans les problèmes qu'il pose. Il prend le temps de convoquer les tests pour les mettre au service de ce qu'il défend. Je le connais comme ça. Ce que je veux simplement dire, c'est que les panafricanistes, le panafricanisme n'a jamais été le refus de regarder les problèmes internes au profit des problèmes externes. Le fait, ce n'est pas le panafricanisme. Parce que les problèmes que soulève le panafricanisme ont des implications mécaniques, même à la limite, au plan interne. Donc, il est dans son rôle, en tant que panafricaniste, il est dans son rôle quand il pose ce genre de problème. Nous avons pris en charge le dossier du port pour des raisons de souveraineté nationale, d'intérêt supérieur de l'État du Cameroun. Maintenant, quand le port est en situation avec des tiers camerounais, quand le port se retrouve dans des situations supposées, présumées, irrégulières, si on se fie au test que M. Yango mobilise, la démarche pose des problèmes sérieux. Ça pose des problèmes sérieux au regard des tests qui sont mobilisés. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit administratif. Donc, sous réserve de ce qu'on démontre que les tests qui l'ont mobilisé ne sont pas appropriés, nous considérons que ce genre de problème doit être réglé légalement. C'est-à-dire que ceux qui ont été abusivement déguerpis par le port, je pense qu'ils ont resté en justice. Le Cameroun, c'est un état de droit. Et je pense que le procès aura lieu sur la base des tests. D'ailleurs, il m'a promis de me les donner, je n'ai pas encore eu pour les lire. Ça. Sur la base de ces tests-là, la raison sera donnée à qui le mérite. Il est inacceptable que les citoyens soient spoliés au nom de la puissance publique. Au nom et en se cachant derrière la puissance publique. En fait, et pas le droit. Alors nous sommes intransigeants là-dessus. Les panafricanistes ne rigolent pas avec ça. Donc je veux seulement faire la part des choses que nous sommes avec le port. Chaque fois que le port va être menacé
dans les missions régaliennes d'intérêt public et de garantie de la souveraineté nationale, on ne peut pas négocier avec ça. Mais si le pouvoir va abuser des citoyens sur la base de la puissance publique, la base de la puissance des missions qu'on lui a données, en violant le droit, le Cameroun c'était l'état de droit, le pouvoir sera remis à sa place. Et ceux qui ont fait ça répondront devant la loi. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et dans une telle démarche, il ne peut pas avoir mon soutien, il le sait d'ailleurs. Il ne peut pas avoir mon soutien puisque c'est des choses sur lesquelles on ne transige pas. Maintenant, quand j'ai dit ça, c'est la question précise de Jules, maintenant, le problème foncier en général au Cameroun, mais c'est pas possible. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Le ministre des domaines du cadastre et de l'habitat, je pense que c'est ça son affaires foncières, oui. Les affaires foncières, a pris une décision visant à interdire la vente d'un terrain dans une bonne partie de notre territoire. Certains endroits, départements. Oui, départements, plusieurs départements. Relevant du domaine national. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on attendait depuis? Qu'est-ce qu'on attendait depuis? Alors il a fallu attendre que la situation arrive au niveau où elle est arrivée, c'est-à-dire pratiquement ingérable. Une accumulation d'injustice, d'illégalité, une accumulation d'escroquerie foncière, de banditisme foncier, mise en œuvre par des officiels, des agents de l'État, des hauts fonctionnaires, certains pommes de l'armée, qui se sont organisés à une espèce de gang pour arracher les terrains à des communautés, pour arracher des terrains à des tiers, en se cachant derrière une mafia juridico-administrative qui fait qu'on a, ça dit comment on a fait ça, on a tricoté les tests de manière à embrouiller et de créer une mafia au niveau des tests où personne ne se retrouve. Et on a créé une situation au Cameroun où la question foncière est explosive si elle n'est pas réglée. Donc, la question foncière est un problème majeur au Cameroun. L'État du Cameroun a hérité d'une bombe. Les colons ont spolié les terres aux communautés en tuant, en massacrant, en faussant même les lignées de chefferie pour les besoins de la cause, alors qu'il y avait un domaine national dans la période précoloniale. Avant, je veux dire que nous connaissons le droit foncier avant l'arrivée des colons. Il y a un droit foncier au Cameroun, dans nos pays. Un droit foncier, la terre a un statut, elle est encadrée, sa gestion est encadrée, réglementée. Le chef ne peut même pas vendre une seule parcelle de terrain. C'est interdit dans nos traditions. Le colon est arrivé, par la violence, il s'est accaparé des terres et il a transféré ce problème-là aux États post-coloniaux. Ce n'est pas le mot que j'utilise, ça, il faut laisser ça à Chimbembe, aux États néocoloniaux. Vous comprenez? Il a transféré ça et l'État, qu'est-ce qu'il a fait? L'État, au lieu de régler la question foncière, en convoquant ce qu'on appelle la communauté foncière du pays, la communauté foncière a continué de perpétuer les injustices coloniales au nom de la puissance publique, au nom de l'intérêt général, au nom de la puissance publique. Donc on est dans une situation où le problème particulier qui est posé au niveau de Yopoué et Senghé, je crois, c'est ça, Yopoué et Senghé, est emblématique de la situation nationale dans notre pays de la question frontière. Les lois existent, imparfaites, mais le fait que sur la base de la loi et sous le prétexte de la loi, les agents de l'État, les autorités de l'État, les détenteurs de la puissance publique se soient autorisés d'arracher les terres à des communautés et aux gens, de se livrer à une spéculation foncière inacceptable, qui n'a aucun rapport avec l'intérêt public, aucun rapport avec leur mission, y compris avec leur statut, fait qu'aujourd'hui la question foncière est une urgence nationale. Donc, il faut que les efforts qui ont été entrepris au niveau du sommet de l'État au Cameroun et au niveau du ministre des Domaines et des Affaires foncières, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois, les affaires foncières, prennent la conscience de la plénitude de problèmes et s'attellent effectivement à régler ça. Des actions ont commencé, mais il faut aller plus loin pour faire que notre pays vibre au rythme de la justice foncière au nom et non de l'injustice foncière. Merci à vous, Président Bandakani. Monsieur Yango a d'ailleurs prévu tout un dossier qu'il vous remettra tout à l'heure, oui, parce que c'est une question suffisamment importante. On va donc rentrer de plein pied dans cette émission avec vous, Martin Ongba, avec cette première thématique. La première thématique qui nous intéresse cet après-midi, c'est cette convocation du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il est donc attendu du côté de Bamako le 20 juin prochain pour répondre de ces actes. On parle bien sûr du marché de l'attribution de la fabrication des passeports aux Maliens, l'affaire
a eu lieu quand il était encore ministre de la Défense de François Hollande. Tout d'abord, d'entrée de jeu, comment avez-vous accueilli cette décision de la justice malienne? Disons que ça ne surprend personne aujourd'hui dans la mesure où c'est des pratiques que ces colons-là, ces pays-là, ont dû toujours eu à adopter lorsqu'ils viennent chez nous. Vous savez que en réalité, ça fait quand même peur de constater que plus de 5 ou 6 décennies après les indépendances, on se rend compte que les comportements déviants que nous avons ici et là, de part et d'autre, nous les prenons, nous les héritons de ceux-là même qui sont censés nous donner des leçons aujourd'hui. Vous savez qu'à l'époque déjà, le fils de Mitterrand était à l'époque ministre, je ne sais pas, ministre, alors que c'était le fils du président. On sait exactement tous les dégâts qu'il avait fait lors de son passage comme envoyé spécial de son père en Afrique. C'est des pratiques qui sont coutumières. En réalité, c'est nous les Africains qui devons avoir pitié de nous-mêmes, parce que ces gens, quand ils le font, ils sont toujours comportés comme ça. Il faudrait vraiment que ceux qui passent leur temps à donner la morale ou bien à critiquer nos régimes fassent très attention, parce qu'en réalité, moi j'observe ça, je me dis, ok, c'est ça la France-Afrique, hein. Ne croyez pas que la France-Afrique c'est autre chose. C'est influencer nos gouvernants de tout point de vue, c'est-à-dire que de par leur position, même que ce soit pour des marchés, vous connaissez très bien des entreprises qui ont pignon sur rue en Afrique et qui gagnent des marchés sans appel à concurrence. Sans appel d'offres. Donc, pour moi, c'est tout simplement, moi je ne crois pas du tout qu'il sera là. D'ailleurs, il se passe un ping-pong entre le Mali et puis les Quai d'Orsay, où il s'est dit qu'ils n'ont jamais reçu de convocation sur ce sujet. Donc moi je pense sincèrement que tout ça doit interpeller les Africains, qui malheureusement aujourd'hui, pour moi, malgré tous les efforts que les uns et les autres font, Afrique Média en premier, je ne pense pas que nous soyons aujourd'hui à même être à la hauteur des enjeux et des défis de demain. Moi, je trouve tout simplement ça déplorable, lamentable, de constater qu'une fois encore, ces gens-là qui, la première incartade, sont prêts à envoyer entre guillemets le FMI, la Banque mondiale, pour venir demander des plans, de mettre en place des plans d'ajustement pour faire souffrir les Camerounais, les Africains. Là encore, c'est une façon de comprendre que ces gens qui sont aujourd'hui aux affaires, chez nous, sont instrumentalisés. Parce qu'en réalité, au nom de quoi? Puisque ces gens pensent que nous ne sommes rien et que nous ne valons rien au plan économique, même pas de 3% sur tout ce qui est pas dans le monde du plan économique, pourquoi tiennent-ils toujours à venir s'immiscer en Afrique? C'est quand même inimaginable que le fils du ministre de la Défense de l'époque a eu à gagner un marché. Ça, c'est pas du tout, ça ne rentre pas dans les pratiques libérales de transparence que ces gens sont. Non, on se trompe beaucoup. On se trompe encore beaucoup aujourd'hui. En Afrique, on se trompe beaucoup. Il y a beaucoup de donneurs de leçons, mais lorsqu'il faut parler de ce genre de choses, on ne les voit pas. Ça, c'est un cas créa qui démontre que, malheureusement, nous ne sommes pas libres au plan politique, au plan économique, et que M. Le Drian ne viendra jamais. Si Sarkozy ne s'est jamais présenté, c'est pas Le Drian qui se présentera aujourd'hui. Nous sommes incapables de prendre à bras le corps la situation de nos pays, et voilà pourquoi on sera toujours à la traîne. On ne peut pas comprendre que ces ministres aujourd'hui, au Cameroun, on se rend qu'il démissionne. Pourquoi il démissionne? Il devrait démissionner. À partir du moment où son fils est impliqué dans une affaire pareille, en dehors du fait qu'il est témoin et que certainement qu'il a usé de son influence pour que son fils obtienne le marché. Donc vraiment, il faudrait que les Africains comprennent que nous sommes tous sur une même planète. Hein. Nous sommes tous des hommes. Et que les erreurs que nous reprochons à nos gouvernants ici, c'est les mêmes erreurs, parfois encore pire. Ce monsieur devait compétir avec les Français en France. Parce que je suis qu'il y a des Camerounais, qu'il y a des Maliens, des hommes d'affaires maliens qui sont susceptibles de faire des partenariats avec l'Occident pour pouvoir mener ce genre de marché. Pourquoi? Parce que ça rapporte au cours, parce qu'il y a de la surfacturation. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer qu'à chaque fois, même le FMI et la Banque mondiale vous font des rapports. Ces rapports servient souvent après coup, mais il y a déjà eu la casse. C'est-à-dire que la surfacturation est l'une des causes les plus terribles, les plus catastrophiques que nous vivons nos budgets et qui ne permet pas aux États africains de s'en sortir face aux défis actuels.
Donc pour moi, c'est un très mauvais signal. Mais est-ce que les Africains sont véritablement conscients de ces gens-là? Pour moi, c'est totalement ridicule. Mais le Mali doit tenir bon. Pourquoi? Parce que je suis d'ailleurs très stupéfait, très surpris de constater que ces gens, c'est comme s'ils faisaient cavalier seul. L'Afrique n'est pas solidaire du tout. Alors, quand je vous dis ça, j'ai les larmes aux yeux parce que je me dis, est-ce que le combat du président Barakani, quel jour, quand je vois ça, j'ai pitié de nous. Je vous dis, comment voulez-vous qu'aujourd'hui encore, un pays comme ça qui dit, ok, moi je vais prendre la tour par l'école, ça c'est ça qui nous dérange, en dehors de nos mots. C'est ça que la même mise de nos pays, de ces gens-là. On a besoin d'avoir une certaine liberté. Et quand vous voyez comme ça, ces pays entre nous disent allons-y. Allons-y. Mais malheureusement, est-ce que ces pays ont le soutien nécessaire, pas l'infraction nécessaire pour pouvoir continuer? Mais je sais qu'ils vont tenir bon, sauf si et seulement si ils font comme ils font souvent, à savoir mettre des gens, commanditer les gens pour justement buter ces gens qui sont en train de prendre la bonne voie, parce que pour moi c'est la bonne voie. Et vous avez vu, ça va aussi vers la monnaie, tout est en train de changer. Il faut que ceux qui sont aux affaires et qui veulent insuffler le sang du changement, que les uns et les autres le suivent. Merci à vous, M. Martin Omba, pour cette première intervention. Eh bien, Président Bandakani, la France-Afrique, certains la disaient morte, morte et enterrée depuis des années. On parle d'une affaire qui ne date pas de très longtemps. François Hollande était président. Jean-Yves Le Drian a été ministre de la Défense. Cela ressemble vraisemblablement à de la corruption, si on peut le dire comme ça, dans le cadre de l'attribution de ce marché-là. On a écouté Martin Omba tout à l'heure qui parlait de ce que Jean-Yves Le Drian aurait eu la décence de peut-être démissionner, étant donné qu'il est impliqué dans cette affaire-là. Président Bandakani, une fois de plus, on se retrouve face à face, confronté à la France-Afrique telle qu'elle est à visage réel. Je commencerai par dire une première chose. Je suis panafricaniste, pour ne pas dire que nous sommes panafricanistes. La modestie m'interdit de parler au nom des autres. Ils ne m'ont pas élu pour ça. Je n'ai ni le mandat ni la qualité pour le faire. Je suis panafricaniste parce que il fallait porter cette vérité haut et fort, que la source de les problèmes que nous avons chez nous viennent de la mainmise étrangère. Sans dédouaner les garçons de course des puissances étrangères que vous appelez soit président, soit ministre, soit tout ce que vous appelez là, on appelait ça l'ando colonna. C'est pour ça que je suis panafricaniste. C'est-à-dire que je ne peux pas accepter qu'on renverse la hiérarchie de cette contradiction fondamentale de nos pays en faisant croire que nous sommes responsables de nos problèmes, y compris les gens qui n'ont jamais gouverné, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui n'ont pas été fabriqués par ces gens-là et installés à des positions. Hein. Bref, il y a la vérité historique. Qu'on comprenne bien ce que nous disons, parce que chaque fois qu'on a l'occasion, on va faire la pédagogie. C'est une question majeure, parce que tout ce jour-là, les Occidentaux sont très vicieux sur le plan de la géopolitique. Ils font tout pour renverser la hiérarchie de cette contradiction et se dédouaner. Mais les faits démontrent matin, midi, soir que la source de nos problèmes viennent des rapports, notre rapport à l'Occident, et les effets de ce rapport, c'est l'endocolonna et c'est tard les plus abjects, l'endocolonna, dans tout ce qu'elle a de lait, de nauséabond, à pas revenir dessus. Mais dans ça, c'est important, la dynamique des contradictions démontre que l'effet peut devenir la cause, mais sous certaines conditions. Là, on est dans les profondeurs de l'analyse de la dynamique des contradictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'effet peut devenir la cause et vice-versa, mais sous des conditions bien précises. Dans aucun pays africain, on est encore arrivé là. Je dis ça pour désamorcer les arguments des Occidentaux déguisés en noir qui vous racontent n'importe quoi matin, midi, soir. Les faits le démontrent tous les jours. Donc pour dire quoi? Les vrais patrons de l'Afrique, ce sont les Occidentaux. Donc c'est à eux qu'il faut demander les comptes d'abord. D'abord. Et c'est évident qu'en demandant les comptes à ces gens, l'endocolonna va être obligé de répondre d'une manière ou d'une autre. Elle va être obligée de répondre, c'est même pas, et on voit ça. Ça se voit. C'est ça la stratégie panafricaniste. C'est bon de repréciser ça. Quand j'ai dit ça, je voudrais saluer mon frère, mon aîné, Omba, Bazim qui est là. Je comprends ce pessimisme qui peut l'habiter de temps en temps. Même si je sais que c'est un grand combattant panafricaniste.
Mais je veux le dire des pas pessimistes. Nous avançons beaucoup. On avance énormément. À condition de ne pas lire les progrès en regardant les Africains qui ne croient pas à ce combat. Si vous le prenez pour référence, vous allez vous suicider. Et c'est ça la logique de l'Occidentaux. Faire qu'on s'attarde sur Ouattara et qu'on sort. Qu'on s'attarde sur les gens comme ça. Faire de l'événement. Faire croire que rien ne bouge. Non, faire de l'événement, c'est voilà ça. Et quand tu regardes ces Africains-là qui sont animés, je dis bien animés, il faut comprendre qu'ils parlent français, qui sont animés par l'Occident et qui jouent le jeu, pour décourager les combattants, pour décourager les continuateurs de la geste historique la plus élevée de l'histoire de l'humanité. La geste, je parle français, hein, la différence du geste, parce que les gens confondent. De la geste historique la plus élevée que l'humanité a connue, à savoir cette résistance des Africains contre la mort, l'anéantissement. Résistance multimillénaire. C'est ça l'événement de l'histoire. C'est ça l'événement de l'histoire. Nous n'en sommes que les continuateurs. Mais comme vient de me poser en face l'histoire des traîtres, des ennemis du continent africain à la peau noire, ça ne m'intéresse pas. Qu'ils continuent à trahir, c'est leur problème. Nous, on avance en eux. Parce que le monde avance. Personne ne peut bloquer l'avancée de l'humanité. Il ne faut pas rêver. Donc, les Africains qui ont choisi d'être de blanc à la peau noire, il faut les laisser. Ça, ils ne m'intéressent pas. Moi, je ne travaille pas pour eux. Ils ne m'intéressent pas. Je ne veux même pas les convaincre. Mais nous sommes là pour les démontrer que malgré leur trahison, qu'ils voient comment les choses bougent. C'est ça qui m'intéresse. Et ça bouge. Le Mali, c'est un exemple. Cher aîné, donc, soyez optimistes. On est ensemble, non? Il faut être optimiste. Regarde ce que tu fais, regarde ce que Yango fait, ce que nous faisons, regarde les résultats. Et continuons à travailler. C'est ça qui est intéressant. Pour revenir au sujet stricto sensu, il a tout dit. Je vais simplement apporter d'autres éléments pour enrichir. Je vais commencer par un cas. Il y a, vous savez que moi je ne fais pas dans la dentelle, non? Il y a un truc là qu'on appelle le président de la Commission européenne. Un truc, elle a un même nom, qui sautille et donne des leçons, comme une jeune femme excitée, qui a besoin d'un homme, je ne dirais pas plus, qui a besoin d'un homme. Elle donne des leçons matin, midi, soir, comme mon aîné Yango m'excuse. Elle donne des leçons matin, midi, soir aux gens. Ceux qui enseignent les valeurs de la bonne gouvernance. Personne ne respire depuis que ce truc est à la tête de l'Union européenne. Personne ne respire. Non seulement elle donne des leçons, elle fout la guerre dans le monde entier, elle dérange cette femme-là. Vous connaissez son parcours? Bon, je vais vous donner son parcours tout de suite, en très peu de temps. Madame von Leyen, j'ai ajouté madame. Par respect. Oui, le nez, on va bien dire par respect. En tout cas, c'est pas monsieur. Ursula von der Leyen. Donc, je vous comprends, monsieur Yango. Mais ça, c'est à voir, hein. Je vois une lancée de partie, l'aîné. C'est encore à voir parce qu'on s'est bien compris, cher aîné. Bon, madame, disons comme ça, ce sera moi en apparence. Donc, cette dame-là, je vous donne des faits incontestables. Hein. Alors, c'est l'avocat me tient ici et parle, j'ai vérifié. Elle est empêtrée dans beaucoup de scandales. Non, mais elle est jusqu'au début. Elle a un faux doctorat. Ah bon? Un faux doctorat. Elle a fait une thèse de doctorat. Et ce que je dis là, je donne là, a été vérifié. L'enquête a été réalisée en 2015 par le site internet anti-plagiat Vronic Plage Wiki. Vronic Plage Wiki. Alors, c'est-à-dire que on a démontré que sa thèse était du plagiat à 45,%. Vous vous rendez compte? Alors, plusieurs universités allemandes, des universités reconnues en fonction de leurs critères là-bas comme extrêmement brillants, valeureux, ont dénoncé ce plagiat, mais j'ajoute à leur suite, plagiat intentionnel. Vous pouvez me dire ce que je veux dire? Donc, ça c'est pour l'université. Donc moi je dis qu'elle a un faux doctorat. Je n'ai pas dit que le doctorat est la seule condition pour être intelligent, mais si tu n'es pas docteur, dis que tu n'es pas docteur. Si tu veux être docteur, fais le diplôme comme on fait normalement. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, elle a fait ça, mais elle ne s'est pas arrêtée là. En plus d'avoir un faux doctorat, elle a un faux CV. Dans son CV, elle indique qu'elle a fréquenté l'université de Stanford en tant qu'auditrice invitée. Or, ce poste n'existe pas dans cette université.
Parce qu'avant d'arriver dans les fonctions qu'on occupe, il faut voir la trajectoire d'une personne depuis. Vous avez affaire à une plagiaire, une authentique faussaire. Depuis, à travers son CV, le doctorat qu'elle revendique. Maintenant, elle est devenue, par le chemin que vous connaissez là-bas, c'est-à-dire par le biais des réseaux que nous connaissons, par les lobbies, ministre de la Défense, cher René. Et quand elle est devenue ministre, c'est-à-dire qu'elle a détourné des montants de plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. Il faut qu'on donne les chiffres parce qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'à peu près ici. C'est-à-dire qu'elle était ministre de la Défense et la Cour des comptes allemande a constaté que Madame la ministre a dépensé près de 100 millions d'euros en 2015, puis 150 millions en 2016 en fait de contrat conseil. Ben, attendez, jusqu'à là, vous avez dit qu'il y a quoi? Alors que les sommes là étaient bien inférieures à ce qu'elle avait déclaré publiquement. Les fameux contrats conseils. Le meilleur arrive, vous allez voir comment, vous allez voir que c'est un réseau mondial. Quand vous avez parlé déjà que dans les leçons, vous allez voir que c'est un réseau mondial. Bon, alors, et qui conseillait, tenez-vous bien, cabinet McKinsey. McKinsey. Pareil qu'en France. Ah, vous allez à Washington, vous allez trouver McKinsey dans des scandales terribles aux États-Unis. Canada, vous allez trouver McKinsey. C'est un réseau mondial. C'est ça qui est important que je vais mettre en avant. Alors, elle fournissait, McKinsey fournissait les fameux conseils sans passer par appel d'offres. Bon, il y a le numéro qui arrive. Son propre fils, David Leyen, était collaborateur à McKinsey. Je te donne des contrats de conseil. Mon fils est collaborateur, il gère ça. Et vous lui donnez mes commissions comme s'il avait travaillé. Il amène l'argent à la maison. C'est le dos de l'État. C'est pas arrêté là. Dans la foulée, elle avait nommé, oui, chez René Yango, Catherine Souder, c'est pas allemand, la directrice du bureau berlinois de McKinsey. Au poste de secrétaire d'État à l'armement, qui par la suite est devenue la célèbre Souder, je vous dis, c'est pas allemand, je veux parler fort, parler leur langue, ça ne m'intéresse pas, qui par la suite est devenu chef du conseil numérique chargé de conseiller le gouvernement fédéral allemand sur la numérisation de l'Allemagne, et qui au cours de ces 4 années de fonction a augmenté significativement le nombre de contrats attribués à des consultants externes, notamment McKinsey. Elle part de McKinsey, elle devient membre du gouvernement, elle donne les contrats à McKinsey. On est en Allemagne. On donne les contrats à McKinsey. Et, c'est-à-dire, écoutez bien, les ministères régaliens sont livrés dans les mains des intérêts privés. On pille l'argent de l'État. Mais c'est pas tout. Elle a fait gaffe encore. Depuis qu'elle a été la Commission européenne, c'est encore plus grave. Et c'est pas l'État de l'Allemagne. Alors quand on a attrapé cette affaire, la Cour des comptes a commencé à enquêter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit les preuves. Ce qui est un délit. Elle a effacé toutes les preuves dans son téléphone portable, son ordinateur. Elle a détruit les preuves suffisamment. C'était tellement grave que Angela Merkel, au nom de la solidarité des réseaux, l'a déportée. Était obligé de la faire, de l'envoyer à la commission. Non, l'a déportée, l'a transportée, l'a déportée, l'a exilée à la tête de la commission de l'Union européenne. Regardez comment on devient président de la commission de l'Union européenne. Il faut bien comprendre cette affaire-là. On est sérieux là. Les gens qui nous donnent des leçons matin, midi, soir. L'Union européenne se présente comme étant... Dès qu'on dit Union européenne, excusez-moi, tu pisses dans ton pantalon. Union européenne, des gens sérieux. Hein? Ils prennent de grands airs. C'est-à-dire, l'humanité boréale, qui vient tout droit des steppes dorées. Président, vous êtes très inspiré ce soir. Avec les yeux blancs. Dolicéphalée à la... Je parle comme Cheikh Anta Diop. Il y en a qui me comprennent, les Égyptiens me comprennent. Dont les gens élus. Soi-disant des gens élus, à tout point de vue. Même la forme de leur tête démontre qu'ils sont élus.
la qualité de leurs cheveux démontre qu'ils sont élus. En Union européenne, vous tremblez, donc c'est le paragon de la bonne gouvernance. Il a la morphologie. Oui, même la morphologie démontre qu'ils sont élus. Dolicéphale, les élections complètes que santé dit. Voilà comment on nomme, on n'est pas élu, hein, à la tête de la commission de l'Union européenne. Voilà comment on parachute une corrompue, une faussaire, qui se vante avec un faux doctorat. Je parle à mon vision. Voilà comment on l'a parachuté. C'est-à-dire, pourquoi ils ne sont pas arrêtés en Allemagne? Après avoir, c'est-à-dire que, depuis les preuves, dans le cadre d'une enquête officielle, on la cache à la tête de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne est dirigée, voilà la valeur de l'Union européenne. Elle est dirigée par des prisonniers en sursis, délinquantes en sursis, voleuses en sursis. Là où est que je ne jure pas, je démontre que j'ai été voté. Donc, elle se parle. Mais là, quand elle arrive à la tête de l'Union européenne, vous avez regardé? Ah, c'est pas possible. Son mari est un autre numéro. Donc, c'est un couple de numéros. Son mari et elle, ça dit, ce sont les agents commerciaux de Pfizer et le Big Pharma. Son mari et elle. Donc, elle a transformé sa position en Union européenne comme une position de supermarketeuse pour le compte de son mari et de sa famille, de Big Pharma et de Pfizer. Alors, elle a fait un scandale. C'est-à-dire qu'elle a le contrat de Pfizer qu'on a imposé à l'Union européenne est terrible. Là encore, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a détruit les preuves. Elle fait disparaître les preuves. Dans les conversations téléphoniques, ordinateurs. Elle annule tout ça. Où ils ont perçu des rétrocommissions qui montent à peu de 700 et poussières de millions de dollars. Rétrocommission, le couple, hein? Quand l'Union européenne enquête, je parle du Parlement européen, on fait l'enquête, Pfizer a le toupet de venir présenter un contrat où les pages les plus essentielles en termes de responsabilité de Pfizer, en termes de données, en termes les informations les plus importantes du contrat sont, comment on dit ça? C'est-à-dire que il y a un mot, c'est-à-dire qu'on a peint ça en noir. On a donné ça au parlementaire que voilà le contrat, on a peint ça en noir. Donc il dit le contrat, là où c'est plus important, là où la responsabilité de Mme von Leyen, donneuse de leçons, porteuse de jupe, on lit ce qui est souligné. C'est-à-dire que là, on a mis le noir là. On a dit, vous allez faire quoi? Les parlementaires de l'Union européenne sont bouche bée. Écoutez-moi bien, bouche bée. Pourquoi? Chaque parlementaire est tenu. Rare! Quelques députés se sont levés. Effectivement, il y en a eu un petit... Et qui ont présenté le contrat au monde entier. Dit, regardez, voici l'Union européenne, regardez les contrats de l'Union européenne. Il n'y a aucun pays sur terre où on voit ça. Même pas l'Afrique. Même pas l'Afrique. Mais pourtant, vous dites que vos pays sont les plus corrompus et que l'Occident, c'est la référence à prendre. En commençant par l'Allemagne, ils sont très sérieux, les Allemands. Ils boivent la bière, mais ils sont très sérieux. Alors l'Union européenne, alors, c'est le temple de la transparence et de la bonne gouvernance. Voilà comment on signe les contrats de l'Union européenne. Et qui est derrière tout ça? Von Leyen. Von Leyen. Avec ses talons. Von Leyen. C'est qui est derrière tout ça. C'est-à-dire, le scandale là de France, c'est grave. C'est grave. Personne ne parle. Mais voilà la personne qui donne les leçons au Mali. Matin, midi, soir. Qui sanctionne les dirigeants maliens. Sur la base de ces humains. C'est-à-dire qu'elle se réveille le matin, elle a besoin d'un homme. Elle regarde le Mali, elle dit, je sanctionne le Mali, elle est contente. Elle se repose un peu. Et pas le Mali seulement. Pas seulement le Mali. Mais elle fait la guerre partout dans le monde. Dans le cadre des Nations Unies, elle a menacé de sanctionner les pays africains qui avaient voté. Elle a fait pire. Abstenus de voter. Elle a fait pire. Elle a fait pire. Quand le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, bon, je l'appelle chef pour la forme, elle dit ce qu'il a commenté cette affaire. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit que depuis quand les pays africains font des choix, Von Leyen a dit, vous dites à qui vous avez affaire. Voilà ce qu'elle a dit à la suite de M. Borrell. Elle a dit ça. Donc à partir du moment où vous voyez Macky Sall en France, Macky Sall au niveau à la tête au sein de l'Union européenne, Macky Sall au gouvernement allemand, Macky Sall aux États-Unis, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est une pieuvre mondiale. Oui. Le monde fonctionne en réseau.
mais pas pour faire les bonnes choses. Réseau de corruption. Maintenant, il ne cache même plus. Il ne cache plus. Vous n'avez pas vu comment en France, M. Macron, qui a fait la même chose que comme Ursula von der Leyen, lors du débat présidentiel, a menacé Marine Le Pen sur ses relations avec Poutine, avec la Russie, pas Poutine, avec la Russie. Elle a pris un peu dans une banque, elle a remboursé. Mais Macron l'a menacé. Et qu'est-ce que Mme Le Pen? Elle a fermé sa bouche. Elle n'a pas évoqué effectivement le gigant. Non, elle quitte les Africains matin, midi, soir, son travail. Elle est payée pour ça, son travail. Sais-tu, le monde entier a vu comment? Elle a fait comme si, non, elle n'a rien dit. Ils se tiennent tous. La corruption. En Afrique, il y a la corruption. Mais vous vous amusez ici. C'est vrai. Par rapport à l'autre France, c'est façon des milliards. Il n'y a pas à tolérer. Je vais tout simplifier ça. Hein. Mais je vous dis que à l'échelle du monde là, je pense qu'on a les enfants ici. Ce sont les yords qu'on a ici. En matière de corruption, on a affaire à des yords. Ça choque celui qui calcule les milliards en termes de francs CFA. Je suis d'accord. Mais moi, je vous dis à l'échelle globale là. Vous avez les yords ici, on vole l'argent ici. Ils ne savent même pas voler. Faut les seuls voler. C'est une professionnelle du vol. Où est-ce que ça vous dit? Voilà une personne qui vole. Elle est promue à la tête de l'Union européenne qui donne les leçons à nos présidents africains qui tremblent devant les représentants de l'Union européenne, qui tremblent matin, midi, soir. Mais voilà la personne qui dirige l'Union européenne. Corrompue et mouillée jusqu'aux os. Elle n'a aucune morale, elle n'a aucune valeur qu'elle défend. Mais elle donne des leçons. Et nous tremblons devant elle, mon cher ami. Donc, pareil pour l'Odien. L'Odien a répondu. Ils ont répondu, ils ont dit, c'est une provocation. Alors le ministère répond, oui, j'ai lu, je peux parler, que c'est une provocation. Mais qu'attendez-vous que la France dise? Ça peut être une provocation. Je vous dis que... Et non évidemment. Mais si la France-Afrique finit, mais la France s'arrête. Je ne sais pas bien quelqu'un connaît très bien la France. Si la France-Afrique finit, la France s'arrête. Donc c'est nous qui mettons, qui allons mettre fin. Aucun président français ne peut mettre fin à la France-Afrique. Aucun. Quand un président français dit ça, non, il ne faut pas rêver. Il veut le prendre au sérieux. Non, prendre au sérieux. Dans quel sens? Il veut mettre son réseau en place, c'est tout. C'est tout. Il veut déclasser un ancien réseau qu'il a trouvé. Il faut mettre son réseau à lui. Le temps où il est président, il fait sa part de business. C'est tout. Aucun président français, il dit aucun, en commençant par Mélenchon, s'il devient président. Mélenchon là, président là. Personne ne peut le mettre ça en cause, sinon la France va s'arrêter. C'est 6 ans de la survie. Donc on ne demande même pas à ce niveau. C'est que les gars ne comprennent pas. Dans leur tête, culturellement, aucun ministre français, aucun président français ne prépare à rendre les comptes à un pays africain. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire de manière culturelle. C'est pas le droit. Le droit condamne les Driens. Hein. Le droit là, on le condamne. Mais dès qu'il n'est plus ministre, on a le droit de le prendre et l'arrêter et l'amener au Mali. Parce qu'il y a des accords internationaux en ce sens-là qui permettent ce genre de situation. Interpolésiste, ce n'est pas une vue de l'esprit. Des conventions aussi dans ce sens-là. Mais c'est pas ça qui est le problème, c'est que dans leur tête, écoutez, c'est-à-dire, il n'est pas possible qu'un pays africain demande des comptes à la France. Ça a commencé comment? Vous sortez d'où? C'est culturel, c'est de ça qu'il s'agit. Le diable, on connaît ça. Il a ça c'est rien, il fait ça partout à Abu Dhabi. Il est avec les machins, toujours avec son fils. Fabius le fait avec son fils Thomas Fabius. Fabius le fait. Quel président, quel ministre, quel homme politique français ne le fait pas? Qui? C'est là, habitués le font tous. Mais c'est que bon, ok. Le Drian, c'est mal tombé pour lui parce que ça coïncide avec la nécessité pour M. Macron de faire un gouvernement de consensus national parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Ben on dit qu'il est mal élu. Mais il n'a pas été élu. Il n'a jamais été élu. Il n'y a pas d'élection en France. C'est des élections truquées, sauf pour les naïfs africains. Des élections truquées à tout point de vue. Alors, M. Macron, ben, bon débarras pour lui. C'est-à-dire que bon, tu es mouillé. Il faut vite arrêter le Drian parce que si son cas n'est pas liquidé vite, on va aller au-delà de le Drian. On va fouiller. On peut fouiller. On peut arriver encore sur Macron. On peut arriver plus loin. Donc, vaut mieux rapidement liquider l'affaire. Comme c'est bon, voilà pourquoi les médias français en parlent. Je parle des médias français qui en parlent. C'est-à-dire que bon débarras, mais tout le monde fait ça. Mais Président Bondakani, certains disent les réseaux de Jean-Yves Le Drian, très ancrés. Pensez-vous réellement que sa tête pourrait tomber au prochain remaniement? Bien sûr, moi je pense que sa tête va tomber. C'est vous qui négligez l'affaire. Dans les accords de match, on sait que c'est vrai, il n'y a pas de débat. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il gronde le président. Mais il a grondé, ça ne va pas ça en public. À moi, il a giflé. Signe, c'est d'accord, signe. Elle lui dit comme monsieur. Mais je ne suis plus président là. Quelqu'un a été élu là. Je te dis de signer, c'est connu. Mais vous voyez comment il parle à l'État malien. La jeune. Maintenant on comprend pourquoi il parlait de jeune. Parce que c'est de cela qui le hantait.
Parce qu'ils savaient que tôt ou tard, on va soulever ça. Donc, il faut les décrédibiliser. Il faut les décrédibiliser. Très vite. C'est ça qu'ils faisaient. C'est pas autre chose. Tous les hommes politiques français vivent comme ça. Ils se font des affaires comme ça. Ils imitent les Américains. Parce que le pays le plus corrompu de la Terre, ce sont les États-Unis. Donc, ils les imitent. Il n'y a aucun politicien aux États-Unis qui le soit chef d'entreprise, qui soit la tête des affaires. Et quand tu quittes la fonction publique, tu crées une fondation. Alors les gens sont naïfs, ils pensent que les fondations aux États-Unis, les centres de fondation ici, aux États-Unis, quand tu veux faire les bonnes affaires, crée une fondation. Tu deviens riche comme Bill Gates. Bill Gates n'a jamais été aussi riche que lorsqu'il a créé la fondation. Puis il a créé la fondation, allez fouiller, vous allez voir, c'est ce qu'il y a derrière. Allez voir. Quand tu es un peu plus modéré, mais bon, lui il vit des subventions de l'État, on prend l'argent de l'État, mais puis de temps en temps il peut faire un coup ici à gauche à droite, mais c'est comme ça qu'ils font. C'est le but. Donc, monsieur Le Drian, le problème n'est pas qu'il se présente. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça. C'est que c'est le début de quelque chose de grand. Quelque chose de grand a commencé. Le Mali a posé une série d'actes qui sont des actes fondateurs et qui ouvrent des perspectives nouvelles pour nos relations avec la France. Ça a commencé comme ça, il fallait que quelqu'un commence. Le jour vient bientôt, on va les attraper là-bas pour venir les mettre en prison ici. C'est de cela qu'il s'agit. Et à la suite, ce que je dis, je vous demande qu'on parle par l'air. C'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution géopolitique dans le monde, vous allez à l'ONU. Le Tintin, là, qui est secrétaire général de l'ONU, ce Tintin-là, Antonio Guterres, ce Tintin, qui aujourd'hui dit qu'on va faire les enquêtes pour juger la Russie sur les crimes, soi-disant, en Ukraine. Et qui est silencieux sur ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vient de faire en Libye. Ce qu'ils ont fait partout. Qui est silencieux. L'ONU n'a jamais existé. L'ONU ne voit rien. En Côte d'Ivoire, ils sont allés très loin. L'ONU était chef rebelle en Côte d'Ivoire. Chef rebelle. Dirigeait la rébellion en Côte d'Ivoire. Ils ne voient rien. Qui a assassiné Kadhafi? Mais l'ONU, non. C'est l'ONU. Comment? Il y a quel crime à citer où il n'y a pas l'ONU? Ah, quand il y a en dehors de l'Europe et des États-Unis, tous les crimes qu'il y a sur terre, l'ONU est là. L'ONU, on pense d'abord ça à l'ONU. Avant de mettre à exécuter, et on prend le mandat. Et après on dit que non. L'ONU dit que non. On a dépassé le mandat que j'avais donné. Ça veut dire qu'on a dépassé. J'ai donné un mandat, ils ont dépassé. Mais jamais il n'y a pas de réunion pour punir le dépassement de mandat. Il n'y a jamais de réunion pour ça. Jamais de réunion pour ça. Donc vous pouvez que la Russie et les Chinois et les autres puissants vont laisser faire. Pas du tout. Voilà, le monde pas. Il ne faut pas laisser faire. Tu enquêtes sur mes crimes, j'enquête sur tes crimes. D'ailleurs, la Russie a même déjà dit. La Russie a dit, tout est documenté. Nous avons tout documenté. Les Russes ont apporté des documents à l'ONU, où les Américains sont prêts en flagrant délit, ils fabriquent dans leur laboratoire, où ils fabriquent des armes bactériologiques d'un type nouveau, violant le traité international en la matière. Ils la violent, matin, midi, soir. Ils font des armes capables de tuer, en fonction de ton ethnie. L'arme biologique est en mesure effectivement, de reconnaître ton ennemi, et de vous détruire en tant qu'ethnie. C'est une vieille tradition de l'Occident. Poutine a amené ça à l'ONU. Guterres, secrétaire général interplanétaire de l'ONU, a tourné la tête. Il dit, je ne vois pas. Le Chinois dit, mais comment je ne vois pas ça? Il dit, je ne vois pas. Il a tourné la tête, il ne voit pas. Mais il est venu au Mali dire des bêtises. Normalement, on devait l'arrêter. Il n'est plus voyagé. On le prenait là, dans un monde sérieux. C'est ce qu'il veut dire là au Niger dernièrement. Violent, la charte de l'ONU. Il a dit des bêtises. C'est pas le débat. Je vous demande. Il a violé la charte de l'ONU. En disant ce qu'il a dit au Mali, qu'il a dit que la communauté internationale vienne armer le Mali. Non, pardon, le Niger. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça viole complètement la charte de l'ONU en la matière. Il le fait. Vous pouvez que les Russes vont rester tranquilles. J'enquête sur tes crimes. Toi aussi, tu enquêtes sur mes crimes, non? Je regarde tes fesses, tu regardes mes fesses. Et en la matière, les fesses des qui sont très sales et puants. Ce n'est pas les fesses des Russes. Permettez-moi d'être grossier. C'est la pédagogie. Ce n'est pas les fesses des Russes qui puent. C'est les fesses de l'Occident qui puent en la matière. Vous voyez que les conditions géopolitiques, pour ne pas dire plus que ça, sont en train de se réunir pour que des actions comme celle-ci prennent une envergure. Vous n'imaginez même pas. Et déterminent désormais nos relations avec l'Europe. Ils sont en train de vous dire que désormais, quand on a des cas comme ça, la justice des pays tiers juge, arrête, et sur cette base-là, on définit des relations diplomatiques avec ces pays-là. Donc ça sera coup pour coup. Comme ça, des trucs comme vont les liens vont réfléchir, pas deux fois avant d'agir. Pas deux fois avant d'agir. On va rester courtois quand même, président. Je ne suis pas courtois. Je ne peux pas être courtois avec Von Leyen. Excuse-moi, Wafo.
Tu es un grand. Je dis, je ne peux pas te courtoiser. Impossible de te courtoiser avec ce truc-là. Je ne peux pas te courtoiser avec un truc comme ça. Qui manque le respect le plus élémentaire au continent. Et aux Africains. Peut pas te. Non, peut pas. Laissez ça à vos présidents et vos ministres qui font leur cinéma là. Moi, je ne suis pas de courtoisie avec Fon Le Yen. C'est inacceptable ça. Avec les gens comme les Drian. Avec les gens comme là, l'État français. Il n'y a pas de courtoisie à avoir avec ces gens. Même ce que dit M. Christian Cambon, sénateur, un peu le Mali, que le Mali vous allez payer très cher d'avoir rompu les relations militaires avec nous. Effectivement. Alors que nous avons assuré votre souveraineté pendant 8 ans. Alors, il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'un pays africain où on peut dire ça. Qui disait ça à un pays un Chinois. Qui dit ça à l'autre pays, vous allez voir ce qu'on va faire. Vous allez voir. Macron avait essayé de s'amuser avec Bolsonaro. Vous avez vu là où c'est parti? Et qui a demandé pardon après? Il a essayé avec Erdogan, le président turc. Qui a demandé pardon après? Il n'y a qu'en Afrique où on fait ça. Ça doit s'arrêter et ça va s'arrêter. Merci à vous, Président Bantakani. On va donc revenir vers vous, Daniel Yango, pour reparler un peu de ces relations-là. Il faut dire que la fameuse société Oubertour Technologies qui a la responsabilité de fabriquer les passeports aux Maliens, et c'est la même société qui continue à fabriquer les passeports au jour d'aujourd'hui. Est-ce que, d'après vous, pour aller un peu plus loin, l'État malien doit commencer déjà à rompre le partenariat qui lie l'État malien et cette société-là? Bien, je crois que, en règle générale, il y a un État à ce qu'on appelle la souveraineté. Quand vous n'avez pas déjà la souveraineté, parce que nous, en transport aérien, c'est la règle numéro 1, c'est le principe numéro 1. Il y en a 6, mais le numéro 1 déjà suffit pour donner tous les autres. C'est en toute souveraineté que je vous ai donné un contrat. En toute souveraineté, je peux le retirer. Même si on a signé, quel que soit ce qu'on va mettre à l'intérieur, je suis, moi, État, capable de dire que les conséquences financières du non-respect du contrat ou avant terme, je suis prêt à les assumer, mais pour le moment, j'y mets un terme. C'est ça la souveraineté. Entre autres applications de la souveraineté. Donc, l'État malien est déjà dans son, je dis dans son pouvoir. Pour ce qui est du droit, c'est autre chose. Et certainement dans son devoir. Puisque quand je vous donne un contrat pour faire un travail chez moi, il y a un intérêt pour moi. Si en cours de route, je vois que l'intérêt, qui est l'objet, la cause fondamentale de la signature du contrat, ne s'y retrouve pas. Vous comprenez? Je vous dis non, arrêtez, c'est pas pour ça qu'on a fait le contrat. Si pendant le contrat, je trouve que vous m'avez taxé très cher, il y en a qui fait le même travail moins cher. Je peux vous dire que non, mais écoutez, là, il y a un dollar dans le contrat. Moi, j'ai trouvé quelqu'un de moins cher que vous. Hein. Moi, écoutez, donnez-moi les pénalités qu'il y a. Moi, je vous... Donc, on ne peut pas juger un État sur cette base-là s'il y avait un contrat. C'est difficile. Les Occidentaux le font tous les jours. C'est même eux, puisqu'ils ont des États plus anciens que le nôtre, qui nous l'enseignent. En transport aérien, on a vu les Occidentaux signer ratifier des conventions internationales, puis quelques instants après dire que non, mais on n'a pas bien lu là, on n'y gagne rien du tout. Et revenir sur la ratification. Ça c'est vu. Maintenant, je lis que le Mali a poursuivi, il poursuit un ministre français. Enfin, on va surtout le ministre, mais je crois que c'est dans le cadre d'une affaire contractuelle, d'affaires privées, là. Effectivement. C'est un peu comme si je profitais de ma position pour gagner un marché. C'est là qu'il s'agit. Je crois que ça s'appelle le délit d'initié. C'est ça qu'il s'agit. C'est une loi prévue au Cameroun. Il y a un très puissant candidat à l'ancienne présidence de la République du Cameroun qui sait ce que c'est. Il s'explique beaucoup de choses. Donc, le Mali a fait ici, comme l'a dit mes prédécesseurs, comme l'ont dit avant moi, on a un problème. Je lis dans beaucoup de documents que, et même dans une vidéo de 11 minutes 43 minutes, 11 minutes 43 secondes, Maître Sekadi, qui est très au fait de beaucoup de choses, qui a parlé du Fonds monétaire africain. Et que Kadhafi, je le cite, a signé son arrêt de mort le jour où il a décidé de faire le Fonds monétaire africain.
J'ai cette vidéo de 11 minutes 43. Celle qui circule beaucoup est celle de 1 minute, 2 minutes. Dont le siège était à Yaoundé. Celui qui sait comprendre, lire, a lu et compris. Kadhafi était dans ce projet avec son homologue. Le journal que je vous ai remis, monsieur le journaliste, c'était pas un journal destiné tellement à la vente. C'était un journal militant syndical. Je l'ai créé quand les puissants de ce pays-ci m'ont interdit de plateau de télévision. Je peux, là au moyen de la libéralisation, je peux créer ma propre tribune. C'est pour dire quoi? J'ai créé ce journal pour ce type de situation. Le problème que nous avons en Afrique, voilà quelqu'un qui dit, je vais vous sortir de la misère. On n'a même jamais éduqué l'Africain sur ce que c'est que la monnaie. Ce que tu perds quand tu n'as pas de monnaie. Ce que tu gagnes quand tu as ta monnaie. Le problème Russie-Ukraine a mis en lumière quelque chose de fantastique. Excusez-moi, je vais prendre beaucoup de choses pour arriver à vous répondre. Hein. Le problème Russie a ressorti que Kadhafi avait déjà mis 90% de réserves d'or pour faire la monnaie. Donc, si je comprends bien, je ne suis pas du domaine. Je n'en ai aucune honte, mon domaine est ailleurs. Il faut donc des réserves d'or pour frapper, pour battre la monnaie. Ou des réserves de je ne sais pas quoi. En tout cas, ici, c'est l'or. Mais la guerre ici, on a ressorti que le pays du dollar ne fabrique plus le dollar sur la base de ses réserves d'or. Il fabrique le dollar comme ça. Je décide qu'il faut des dollars pour financer ça. Je fabrique le dollar. On a affaire au vrai faux dollar. C'est pas moi qui dis. Ce sont leurs propres journaux, les médias qui le disent. Pourquoi donc l'Afrique ne parvient pas à se mettre ensemble et comprendre? Mais il faut savoir. J'avais créé ce journal pour commander, mettre sur pied une certaine cinématographie et même jusqu'au dessin animé pour montrer la fonction de la monnaie. C'est pour ça que j'ai créé ce journal que vous avez. Puis les événements comme ceux que vous faites là aujourd'hui, où vous arrachez les terrains des gens, nous ont pris le dessus. Alors, il y a un pays comme... Je vais donc convoquer un certain nombre de choses. Vous avez un pays comme la Namibie, qui a demandé à son colonisateur, l'Allemagne, je crois que c'était l'Allemagne, de venir payer les conséquences de la colonisation. Et des génocides. Des génocides. La Libye l'avait déjà fait avant et demandé à l'Italie, voilà ce que tu as fait chez moi, viens rembourser. Tu viens négocier. Vous avez un mot de Helmut Kohl. Helmut Kohl a dit en 87, l'Asie nous a surpris. Il ne saurait être question de laisser. Ce mot, quand vous le dites quelque part, vous dites, est-ce que vous avez la preuve? Moi, j'ai la preuve. J'ai la traçabilité. Ce n'était pas dit dans un discours solennel. C'était en marge d'une réunion. Helmut Kohl l'a dit. Nous avons un journaliste appelé Hugues Seraf. J'avais publié ça dans une des éditions, j'avais développé le président Balakadi. C'est un journaliste qui a écrit « L'Asie nous a surpris, tel nous a fait du mal, heureusement qu'il nous reste l'Afrique comme icône de la pauvreté. » C'est une publication d'un journaliste. Je convoque tous ces propos pour vous amener là où je veux aller. Nous n'avons jamais fait la psychanalyse de la colonisation. Ce qui arrive encore aujourd'hui, qu'il y a une de nos jeunes filles là, qui dans les médias français a chanté les louanges de la colonisation et a souhaité que l'Afrique soit recolonisée. La pauvre, elle va se faire lyncher, mais elle est victime. Elle est victime du manque de pédagogie, de prise en main des Africains par eux-mêmes. Il faut montrer aux enfants ce que c'est que la colonisation. Nous avons encore aujourd'hui des journalistes qui ont demandé, belges qui ont demandé à leurs philosophes de faire un cours aux Belges pour qu'on ne chante pas les lois de la colonisation. Il n'y a rien de bien dans la colonisation. Ce sont des philosophes belges qui le disent, qu'il n'y a rien de bien dans la colonisation. Rien de bon n'est dedans. Moi, je suis un peuple colonisateur. Mon ethnie, vous comprenez? Avant que le colon blanc n'arrive, il y avait déjà la colonisation entre nous ici. J'appartiens à une ethnie de colonisateurs. J'appartiens à une ethnie et à une famille qui avait des esclaves.
Il n'y a rien de bon là-dedans. Même si je te trouve sale et que je te lave, je ne t'ai rendu aucun service si c'est pour être à mon service. Si c'est pour te déshumaniser, si c'est pour te faire perdre tout ce que tu as, il n'y a rien de bon dans la colonisation. Il faut qu'on enseigne cela. On a jamais fait cette psychanalyse. Ils se disent francophones. C'est ça que vous êtes. Je suis francophone. Et vous vous déchirez entre vous, anglophones et francophones. Musulmans et chrétiens. Ils doivent beaucoup se moquer de vous, ces musulmans. Jamais un musulman arabe ne vous prendra, vous, pour son frère, vous, le musulman noir. Jamais. Jamais un chrétien occidental ne vous prendra pour son frère, parce que c'est la religion naît des traditions, les traditions naissent du sol, des pratiques et tout. Jamais. J'ai fait le tour du monde, j'ai vu ça. La francophonie, c'est 4 pays. La France, le Canada, la Suisse, la Belgique. Point final. Demandez-vous comment un petit pays comme la Belgique ou la Suisse, qui sont des quartiers de Douala, peuvent être aussi puissants. Vous croyez que c'est en eux-mêmes qu'ils sont puissants? Ils sont puissants parce qu'ils ont un groupe là derrière, jusqu'à la recherche scientifique. Si toi, la France, tu trouves quelque chose, tu dois me dire. Moi aussi, tu dois partager ça avec moi. Si toi, le Canada, tu trouves, tu dois nous dire. Nous sommes tous dans un même groupe de la francophonie. Alors, vous êtes francophone comme eux? Ils viennent puiser chez vous pour aller s'enrichir afin de vous piétiner. Mais vous êtes de la même famille. Vous n'êtes pas des francophones. C'est impossible, c'est une lecture. Ce n'est pas une analyse. Il vous suffit l'observation elle-même vous dit que mais, comment je suis de ta famille alors que tu viens m'appauvrir pour enrichir mon cousin là-bas et l'autre cousin. Non, on n'est pas la même famille. Nous ne sommes pas des francophones. Et ça n'existe même pas dans la nature de la chose. Toi, vous êtes là, vous êtes un francophone. Ça n'existe pas. Je ne suis pas un francophone. Ça a commencé quand? Je ne suis pas un anglophone. Je suis un Camerounais. Et celui qui m'a fait dire que je suis francophone, lui-même me montre tous les jours qu'on n'est pas du même groupe. Puisque les gens de son groupe, il me les montre. Comment il les encadre. Quand il trouve quelque chose, il va partager avec eux. Quand il vient prendre chez moi, il va leur donner. Ils sont du même groupe. Pourquoi vous allez que vous êtes du même groupe? C'est Jean-François Revel, le philosophe que j'ai beaucoup lu, qui avait parlé du XXe siècle, qui était, dit-il, le plus sanguinaire des siècles. Et puis nous avons écrit l'ensauvagement pour parler de ce qui allait déjà arriver, qui va arriver. Ils n'ont parlé que de ce qui est spectaculaire. Couper les têtes, éventrer. Ils ne vous parleront pas de ce qui, du côté, du caractère sanguinaire de la colonisation. C'est-à-dire que rien que le sang qui coule, les vies qui se perdent, parce que vous n'avez pas de monnaie. Vous n'imaginez pas les vies qui se perdent parce que vous n'avez pas de monnaie. Mais il faut que vous sachiez que ceux qui sont en Afrique média sachent que la monnaie a fait l'objet d'une bataille entre la France et l'Allemagne, une bataille séparée de la guerre que vous connaissez, 39-45. Parce que l'Allemagne dit, bon, ok, j'ai perdu la guerre, mais je pars avec ta monnaie. D'accord? Sinon, je te continue à t'emmerder. D'accord. Je pars avec ta monnaie. Et la France, les yeux dit non, pas question. Quand l'Allemagne, vous avez ça dans le documentaire, je lis tout le temps, De Gaulle ou le Ténor de Filles, quand l'Amérique intervient dans la guerre pour prétendument sauver le pays occupé par l'Allemagne, c'était pas le cas. C'était que je chasse l'Allemagne et je m'installe. Je chasse, je m'installe. C'est ainsi que l'Allemagne, l'Amérique, avant de s'implanter en France, a commencé à battre la monnaie française. On appelait ça le billet drapeau. Et De Gaulle a fait plusieurs voyages pour rencontrer Roosevelt, pour le supplier de ne pas lui faire cette humiliation. C'est dans son documentaire. La monnaie. Parce que je ne peux pas vivre, moi, la France, quand je n'ai pas ma monnaie. Mais attends, comment ça va se passer? Et cette même France, quand elle colonise des pays africains, dit la monnaie. Elle était élève de l'Allemagne et de l'Amérique. Ce sont ces cours qu'elle a appliqués ici.
Elle sait très bien le sang, les vies qui se perdent. Et ça, c'est sanguinaire. Mais ce n'est pas démontré. Nous ne faisons pas ce travail. Et je vous enseigne que la monnaie est dans la nature. Nous, avant que vous ne créiez l'État du Cameroun, moi, dans mon ennemi côtière, les bords de l'eau ici, même à l'intérieur des terres ici, on avait déjà des référents, comme l'huile, comme le sel, qui servaient de référence pour les transactions commerciales. C'était la monnaie. Et puis après, on a fait la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que, je vous sors ça là, on avait déjà ça. La monnaie fiduciaire. Ça s'appelle fiduciaire parce que il y avait déjà une autre monnaie avant, qui était la monnaie sel, qui était la monnaie huile. Puis on appelait ça monnaie fiduciaire. L'Allemand qui est venu, Kurt von Morgen, en 1880 combien, le dit dans son livre, il a trouvé le krou ici. K-R-O-O. Et le krou était convertible en Deutschmark. On payait en krou, il allait avec ça chez lui. Vous comprenez? C'est vous dire, personne ne vous enseigne la monnaie. D'où viennent donc vos ancêtres, ces illettrés là? Parce que comme nous on est devant la télévision, ils n'avaient pas la télé, donc ils étaient illettrés. Ils parlaient je ne sais pas quelle langue bizarre, nous on parle le français, avec la cravate. Hein, mon frère. Le président aussi a une cravate. Oui, oui. Donc, on est instruit, on est intellectuel. Mais ces illettrés là, vos ancêtres avaient déjà la monnaie. Parce qu'ils savaient qu'on ne peut pas faire des transactions sans monnaie. Ils avaient déjà l'industrie de transformation. Ils avaient déjà toute la structure industrielle, économique, financière, monétaire, tout. Alors, quand tout ça est détruit, vous avez évolué, vous avez reculé. Nous avons donc vécu là ce qu'on appelle une situation contre nature. Les accords de coopération ont été signés en quelle année? 2 Français représentaient le Cameroun, 2 Français représentaient la France. Vos accords de coopération Cameroun-France. Après la part. Oui, qui sont encore valables. C'est 4 Français qui ont signé. Alors, ceci nous amène à une situation dite contre nature. Parce que là, ce que nous faisions, on allait dans le sens de la nature. Et les Occidentaux vont dans le sens de la nature. Et nous, nous sommes allés contre nature. Nous avons accepté ce qui n'acceptait pas. Bon, le problème, c'est que eux aussi font ce que la nature elle-même n'accepte pas. Donc, ce que le Mali fait là maintenant aujourd'hui, c'est là que je vais en venir, remet là, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Je lis ça dans plusieurs sens. J'en fais plusieurs lectures. La seule que je retiens, vous le chassez au pas, c'est-à-dire lentement, il revient au galop, c'est-à-dire qu'il revient comme une bombe, sous une forme qu'on a souvent appelée la révolte. Mais ce n'est pas une révolte, c'est le retour du naturel qui vient prendre sa place. Le Mali est en train de remettre les choses dans leur vraie nature, comme Biya et Kadhafi ont voulu le faire pour le franc CFA. Parce que dans le pays de Biya, là-bas chez eux, dans leur village, eux aussi avaient déjà la monnaie. C'est le Kole et le Bimkole. J'en ai quelques spécimens. Ça, au moins, j'ai quelques spécimens. J'ai un vieux papa là-bas qui m'en a gardé quelques... Oui. Vous comprenez? Il y avait déjà la monnaie là-bas. Le pays est quand le Gabon, Guinée équatoriale avait déjà la monnaie fiduciaire. Le Kole qui a d'ailleurs eu cours en Guinée équatoriale au moment, avant qu'il n'intègre le franc, le CFA. Dans le pays de cet homme qu'on appelle Biya, a déjà la monnaie fiduciaire. Il suffit qu'il lise les livres de ses ancêtres, il va se demander, mais quoi? Qu'est-ce que je fais là? Alors, il sort du franc CFA. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Occidentaux ont défié la nature en voulant faire des pays entiers qui n'évoluent pas, qui soient à leur service, ad vitam aeternam, et commettent l'erreur de budgétiser le fruit de ces prédations. Ce sont des prédations. Il ne faut pas le dire autrement. Je cherchais un terme un peu plus adouci pour me distinguer de certains au singulier ici, sur le plateau. Pour me démarquer. Mais ce sont des prédations. Donc le Mali ne fait que ramener les choses dans leur nature. Et le pays qui ne fait pas comme le Mali
vit une situation contre nature. Ceci, il faut que l'on comprenne. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons dans une situation où, à cause des rapines dont nous sommes victimes, nos mentalités qui sont fondamentales dans la conduite du changement des choses, qui sont d'ailleurs la seule chose fondamentale, nos mentalités ont connu beaucoup de perturbations, sont perturbées. Sur le plan matériel, les Occidentaux ont pris beaucoup d'avance avec des armes terribles, une communication de plus en plus agressive et convaincante, intimidatrice, ce qui fait que le Mali se bat, je dirais, seul. Je sais que Gbagbo, dans son livre que j'ai lu, a loué Paul Biya. Pour dire de lui que c'était un africaniste qui ne dit pas très virulent, mais il est un africaniste. Kadhafi également en pensait beaucoup bien, ça je l'ai lu. Et les actes qu'il pose montrent, je prends le port de Kribi, si je vous raconte, moi fils du pessiste, ce que c'est que le port de Kribi, il n'y aurait jamais eu de port à Douala. Si le Cameroun avait suivi son vrai destin, vous ne verrez pas un pays qui a 2 entrées maritimes, on choisit un fleuve pour en faire une entrée principale. C'est impossible, ça ne se fait pas. Mais le colon français ne voulait pas entendre parler de Kribi. Il fallait faire un port fluvial, avec les conséquences économiques que ça a sur votre économie. Alors quand le président vient faire un port, vient lancer le port de Kribi, croyez-moi, on peut l'assassiner rien que pour ça. Donc, on se bat. Mais il faut qu'on soit ensemble, il faut que nous accompagnions le Mali. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec le Mali? Le Mali aujourd'hui est comme cet exemple, celui qui veut montrer la voie, mais qui est dans un fleuve d'incompréhension, par ceux-là même qui sont censés bénéficier de l'aboutissement, de la démarche. Ceux-là même ils ne comprennent même pas le sens de ce cobra. Ils vont vous dire, on était bien avant. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous avons quand même suivi quand Mobutu avait fait un accident, il avait, je crois, tué, son cheval avait tué quelqu'un, oui. Il a été convoqué dans les tribunaux. C'était en Belgique ou en France? En France, à Menton. D'accord, merci. Donc, quand vous commettez un délit dans un pays, ou quelque part, on vous convoque dans ces tribunaux. Mais aujourd'hui, le rapport de force a créé des races. Même quand on va des races supérieures, c'est maintenant qu'il y a des races supérieures. C'est maintenant qu'il y a des gens qui estiment, et d'autres même qui estiment qu'ils sont des races inférieures. Monsieur le journaliste, c'est vous qui avez toutes les richesses du monde. Mais c'est vous qu'on voit dans l'eau en train de courir pour avoir la chance d'aller laver les vieilles personnes en eau. C'est vous qui entrez dans l'eau pour avoir la chance d'aller laver les assiettes. Vous voulez qu'on vous respecte? Lorsque Mme Leyen dit ce qu'elle dit, c'est vrai, à son niveau, on ne devrait pas penser ainsi. Il y a quand même un niveau, quand on parle du parcours, le comportement intellectuel lui-même lié à l'âge, et le comportement intellectuel lié au parcours académique, ici c'est beaucoup plus direct, induit qu'il y a des comportements, des propos qu'on ne devrait pas tenir. Je crois que ça m'amène à penser que son parcours serait peut-être sujet à caution. Parce qu'il y a une certaine culture que l'on acquiert du fait du parcours. Et le parcours académique est l'un des fondamentaux de cette construction-là. Lorsqu'après un pareil parcours, on tient de tels propos, eh bien il y a de quoi se poser des questions sur la réalité ou la qualité de ce parcours. Donc, le Mali aujourd'hui n'a fait que ce qui se fait naturellement. Vous avez commis un délit chez moi, vous venez répondre. Si vous avez insulté quelqu'un à Yaoundé, même si vous habitez Douala, vous allez au tribunal de Yaoundé. Si puissant que vous puissiez être à Douala, vous ne direz pas que je suis un chef d'entreprise, je suis un grand patron à Douala. Hein. Bon, si c'était votre procès là même, envoyez-moi les magistrats ici. Vous irez à Yaoundé. Le Mali n'a fait que ce qui se fait. Mais ça semble être, pour certains, une prouesse à saluer, pour d'autres, un scandale. Il a osé.
Donc, voilà ce que je pourrais dire comme première livraison de... Merci à vous, Monsieur Yango. On va donc revenir vers vous, Martin Omba, pour reparler quand même de cette détermination, la détermination des autorités maliennes. Est-ce que on peut dire, ou bien est-ce que vous partagez l'avis de ceux-là qui pensent que c'est cette condescendance-là de la France vis-à-vis de ces autorités qui a accéléré ce processus de libération? Parce qu'il faut dire, le président Bandakani le rappelait d'ailleurs tout à l'heure, quand les autorités françaises parlaient des autorités maliennes, elles parlaient de la junte au pouvoir, un gouvernement illégitime, issu de 2 coups d'État. On se rappelle encore du président français Emmanuel Macron lors de la suspension des médias français, France 24 et RFI du Mali. Le président français Emmanuel Macron a dit lors d'un point de presse qu'il allait appeler le président de la CEDEAO pour que Nana Akufo-Addo prenne des mesures pour essayer de sanctionner le Mali par rapport à cette décision. Est-ce que c'est pas cette condescendance-là de la France qui a poussé, qui pousse au jour d'aujourd'hui encore les autorités de Bamako à de telles extrémités? Non, moi je pense que le mal est plus profond. Je pense que c'est un réveil souverain. C'est-à-dire que on ne peut pas penser que ce soit des petits problèmes qui relèvent du hasard. En fait, je crois que chaque peuple, comme chaque individu, a un moment donné dans sa vie, le ras-le-bol, c'est que c'est là je rejoins le président Bandakani qui dit que dire que rien ne se passe, c'est se tromper lourdement, parce que beaucoup de choses se passent. Et je vous dis, enfin, c'est vrai, il a tellement raison que lorsqu'on prend déjà le Mali, on prend le Burkina Faso, on prend la SCA, c'est pas des petits événements. C'est-à-dire que c'est que, en fait, on n'a pas encore atteint il y a une masse critique qu'on va atteindre, qui à un moment donné fera que les choses ne pourront plus. Vous avez vu ce qui se passe par rapport à la monnaie. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens ici, quand on en parlait, qui disaient que oh là là, ces petits théoriciens, ils parlent de la monnaie. La monnaie, sans la monnaie, vous ne pouvez rien faire. Sans votre monnaie, vous ne pouvez rien faire. Ça, vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui entre le conflit Russie-Ukraine. C'est l'économie mondiale qui est en train de se... de sous nos yeux, hein, avec un seul élément qui perturbe tout, c'est la monnaie. Alors, moi, je veux bien que les gens nous disent que non, lorsqu'on en parlait ici, on disait que la monnaie, c'est un instrument de souveraineté, une valeur d'ajustement de souveraineté. On nous rayonnait en disant que c'est là même aussi qui continue à être heureux dans ce système. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il se trouve qu'il y a des jeunes hommes, des hommes au Mali qui ont dit que c'est trop, c'est trop. C'est tout. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? C'est comme si aujourd'hui que les Camerounais se levaient et ils disaient que non, non, nous ne sommes plus d'accord de fonctionner comme on fonctionnait avant. Où les ministres sont, où il y a une cellule à l'Élysée qui envoie les noms des ministres, des directeurs, et nous on dit ok c'est fini. Mais désormais nous disons que nos remaniements, c'est peut-être le chef traditionnel de tel ou tel. Ce n'est que ça. C'est un système qui a dans le bol et qui a décidé de et je vois très mal, quoi qu'il en soit, je vois très mal comment est-ce qu'il peut avoir un chemin de retour, sauf ce chemin. Parce que comme il disait tout à l'heure, M. Yango, c'est qu'on arrive retour à la case de départ. La case de départ, c'est que il faut libérer les peuples. Libérer les peuples, c'est leur donner la possibilité de choisir ce qu'ils veulent. Mais vous avez vu la ténacité. Vous avez vu en même temps la timidité avec laquelle même ces pays de la CEDEAO arrivent à parvenir à ne pas être d'accord. Malgré le fait que il y a des pays qui ont dit mais nous sommes d'accord avec vous, mais nous continuons à faire notre business. La plupart de ces pays, parce que c'est plus des populations en tout cas. Oui, et les pays se tiennent. Même pas les pays se tiennent. Je vous rappelle que ces pays limitrophes de la CEDEAO continuent à commencer avec le Mali. Hein. Effectivement. Le Mali n'a pas de problème par rapport. Vous avez vu, c'est pour vous dire que aujourd'hui, on ne peut pas parler de... La France a usé, a abusé la manière dont elle traite les Africains. Voyez-vous. C'est-à-dire qu'ils nous ont trompés depuis le départ et ils pensent qu'ils doivent continuer à nous tromper. Aujourd'hui, quand les Français parlent, quand ils disent des choses, quand ils veulent faire des choses, le Cameroun quand même est un exemple. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, le Cameroun n'a jamais
totalement. Vous savez, quand ils sont ici, on leur promet de mettre 30 ministres, mais lorsqu'il y a le projet gouvernement, on remet 68 ministres. Donc vraiment, il y a des choses pour lesquelles on peut dire le Cameroun, ouais, mais ça va pas, mais il y a des moments où il faut être lucide et il faut dire la vérité. Le Cameroun a une certaine souveraineté qui n'est pas tapageuse, mais qui existe au fond. Mais nous voulons aujourd'hui qu'on passe à l'autre cap. Le cap que le président Biya a commencé, avec Déby qui a suivi, avec Barbeau. Il faut qu'il y ait à un moment donné des chefs ou des responsables qui sont capables de dire que nous travaillons pour... Parce que tout ça, c'est pas pour eux-mêmes, parce que nous l'avons compris. Quand vous travaillez pour vous-même, vous n'allez jamais user, vous allez profiter de toute cette accumulation de capital. Jamais, vous savez combien d'argent Mobutu a laissé aussi là, ici ou là. Et Abacha, tous ces présidents africains qui ont cumulé des milliards dans ces pays. Ensuite, il y a des comptes bourrés d'argent des Africains qui ne retrouveront jamais. Donc, le véritable problème aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être capables de dire que la monnaie est une valeur sur laquelle on ne transige pas? Nous devons en sortir en étant, parce que c'est ça qui nous permet d'abord d'être libre. Et vous savez que l'Afrique a cette chance d'avoir un sous-sol. Parce qu'on met toujours en contrepartie de la monnaie, la contrepartie. La contrepartie, c'est quoi? C'est les matières premières. Vous ne pouvez pas avoir les plus grosses, les matières premières les plus importantes au monde et ne pas avoir une monnaie. C'est-à-dire que notre monnaie devait être adossée sur notre pan de matières premières. Sur nos réserves. Oui. C'est-à-dire que toutes les matières premières les plus importantes aujourd'hui, c'est en Afrique. Pour fabriquer des puces, pour fabriquer toutes ces technologies qui se développent juste à travers les matières premières. Donc, même l'uranium. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'ils disent que le gaz russe, ils vont plus faire le gaz russe, ils vont prendre l'uranium ou pour leur centrale. Parce que l'énergie là-bas, ça va d'une centrale nucléaire. Donc, en fait, aujourd'hui, le Mali est en train de démontrer quoi? C'est que c'est la voie à prendre. La voie à prendre parce que, à un moment donné, ces gens-là, nous ne voulons pas la guerre pour la guerre. Nous voulons qu'on soit considérés. Les Maliens ont décidé d'être considérés. D'être considérés comme des êtres humains à part entière. Qui sont capables de prendre des décisions utiles. Vous voyez, quand les Maliens ont compris que la communication, elle est importante. Vous savez, dire que RFI, France 24, qui sont la même chose, ne diffusent plus, c'est parce qu'ils ont compris que c'est à partir de là que la désinformation passait. Effectivement. Hein? Et ils ont pris la peine. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas des petits clochards qui se réunissent tous les matins et qui boivent un peu de trucs et puis qui parlent. Hein. Remarquez que dans tout ce qui se fait, ils sont zen et ils savent où ils vont. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait une lecture historique, une lecture actualisée du fonctionnement de leur pays, de leur relation avec la France, avec l'Occident. Et ils ont compris que s'ils ne prennent pas à bras le corps les problèmes qui concernent les Maliens, ils ne s'en sortiront jamais. C'est ça la réalité. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire, comme on dit chez nous ici, on remplace ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas. Non. Ils ont compris, comme on le dit sur les théories économiques, tant que nous faisons ce que nous faisons là, on ne s'en sortira jamais. C'est la même chose. Si vous ne changez pas les critères des accords de coopération tels que nous, à l'époque, c'est de facto dénoncer. Hein. Ce que le Mali fait là, c'est dire que j'ai pas besoin qu'on s'assied encore. Moi, je dis, je veux plus. C'est ça que le Mali a fait. La France tente à dire que non, c'est pas comme ça. Non, un contrat, c'est quelque chose qu'on peut arrêter aujourd'hui, qu'on peut arrêter demain, avec les conséquences que cela implique. Vous avez vu comment les plus forts décident d'arrêter les contrats avec la Russie, de bloquer les comptes. Avoir un compte avec une banque, c'est un contrat. Mais ils le font parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus forts. Mais nous pensons que le Mali a en train de donner un signal très fort pour dire que non, je peux être le Mali, je peux être le petit Mali, et je dois aussi être libre de choisir mes partenaires. En allant prendre la Russie, les Maliens démontrent encore qu'ils ont besoin, comme tout pays, de souveraineté. Souveraineté, ça veut dire que je choisis mes amis, quelles qu'en soient les conséquences qui vont en découler. Mais avant, c'était quoi? Attends, si vous choisissez tel ou tel, voilà ce qui va vous arriver. Ces menaces-là, ça ne marche plus. D'autant qu'on a compris qu'en dehors du fait d'avoir des devises, on n'a pas besoin de l'homme, on n'a pas besoin, puisque nous ne pouvons pas aujourd'hui, hein, vu la situation économique mondiale, c'est quand même bizarre que les Africains le pensent aujourd'hui, qu'ils peuvent s'industrialiser quand il y a moins d'argent dans leur caisse. Vous allez acheter les machines avec quoi? Donc il faut repenser une autre forme de fonctionner. Hein? La nouvelle zone économique, c'est de ça, c'est vers là où il faut aller. Où on va dépendre de moins en moins
du dollar, de l'euro, parce que tant qu'on est du dollar et de l'euro, c'est ça sous le même petit chantage. Là, aujourd'hui, les gens comprennent que non, on peut commercer, on peut faire des choses ensemble, sans toutefois avoir comme monnaie d'échange le dollar et l'euro. Une fois qu'on fait ça, on gagne une partie de la liberté. Et cette liberté-là, les Français ont fait tout, font tout pour que ça ne s'arrête pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la SCA, où je ne vois pas pourquoi le gouverneur va appeler le ministre des Finances pour lui demander telle ou telle chose. Non. Nous sommes d'accord d'être avec le franc CFA, mais ça nous interdit de pouvoir explorer d'autres pistes pour valoriser les échanges entre mon pays et d'autres pays. Effectivement. Vous comprenez? Donc en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que il faut continuer. Là, je rejoins le président Malakani. Il faut rester optimiste. Les choses bougent. Et ce qui se passe actuellement au Mali, hein, et le Burkina Faso, le Mali. Et vous avez vu que même ce Niger, cette Guinée plutôt, dont on pensait que, vous voyez que ce n'est plus comme avant, on pensait vraiment que c'était des gens qu'on avait mis, la France avait passé, mais vous voyez les positions des gens ne sont pas de nature à emprunter les mêmes voies que les autres dirigeants qui ont eu à diriger ces pays par le passé. Donc moi je pense qu'il faut saluer cela, il faut que tous les autres pays suivent de très près ce qui est en train de se passer et surtout qu'ils aient quand même le soutien de l'Union africaine dont on n'entend pas beaucoup parler. Merci à vous Martin Omba, l'Union africaine, on en parlera très certainement avec le président Bandakani.